bonne matinée sur votre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Bienvenue sur notre chaîne. Je vous rappelle, pour vous connecter en direct son, plateforme bardeléconomie.fr, clique sur le player. Et puis sinon, en vidéo live via Facebook, page Bar de l'économie, évidemment. Alors aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Nous allons parler gestion client, nous allons parler réseau d'entreprise, et puis nous allons aussi évoquer le souci de la cybersécurité, notamment au niveau des banques, grâce au rapport annuel que publie LexisNexis. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Stéphanie Monjoint. Bonjour. Bonjour Florence, merci pour cette invitation. Stéphanie Monjoint, vous êtes déléguée générale de ME93, ce mouvement des entreprises du 93 que vous aidez à développer. On verra comment et pourquoi avec vous. À vos côtés, Jean-Charles Correa, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Jean-Charles Correa, vous êtes dirigeant de Défi, une entreprise de relations et de gestion de clientèle à distance. Et vous avez développé d'ailleurs en juillet dernier le premier, ou le seul sans doute, guichet d'information avec la région Île-de-France sur la Covid. Et justement, aujourd'hui, on sait la date anniversaire de la Covid, donc ça tombe bien que vous soyez avec nous. Et on va faire le point et on verra un petit peu plus ce guichet. Et puis, évidemment, on verra aussi tout ce que vous faites en dehors de ce guichet spécial Covid. Et puis, à nos côtés, Karine Carto, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Karine Carto, vous êtes déléguée directrice régionale Europe du Sud pour LexisNexis Risque Solutions. Et chaque année, vous publiez un rapport. Vous appelez ça le Cybercrime en anglais report, comme on dit, et portant sur l'étude des transactions en ligne. Et donc, on est effectivement très intéressé cette année, notamment avec le développement des néobanques qui ont de plus en plus de succès, et ça nous intéresse un peu de voir quelles sont les tendances des arnaques, j'allais dire, et Dieu sait s'il y en a. Un de nos invités nous a dit récemment que les hackers investissaient 2 milliards d'euros, ça ce n'est que pour les pays de l'Est, dans les outils de hacking, donc attention à vos bourses et à vos comptes bancaires. Voilà, ça c'était donc pour notre introduction du jour. On passe tout de suite aux infos du jour. Et la première, évidemment, je ne peux pas la louper, je suis désolée, je sais que on n'a plus envie de parler de la Covid, pourtant on est obligé. Recrudescence pour l'Île-de-France, donc voir quelles mesures de confinement ou de reconfinement nous pend au nez, nous verrons. Et donc c'est surtout la date anniversaire aujourd'hui, ça fait 1 an pile que nous avons été confinés pour la première fois. En tout cas, plus de 900 000 décès du Covid-19 ont été enregistrés en Europe. On passe donc devant l'Amérique latine et les Caraïbes qui ont, eux, 721 000, j'arrondis bien sûr, morts. Les États-Unis et le Canada en comptent 558 000 et l'Asie 263 000 selon le nouveau bilan. Un nouveau variant du coronavirus est apparu dans un cluster en Bretagne, vous l'avez peut-être entendu. C'est ce qu'a annoncé la Direction Générale de la Santé. 8 personnes au moins en seraient porteuses dans un hôpital de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Si les premières analyses de ce variant ne permettent de conduire ni à une gravité, ni à une transmission accrue, selon la DGS, cette hypothèse inquiète bien sûr. En tout cas, c'est la possibilité d'échapper aux tests actuels, et c'est ça qui inquiète donc. Il a été classé dans la catégorie à suivre, donc pas de quoi s'affoler, mais il faut suivre cette histoire. Donc je vous rappelle que les 3 variants, désagréables et graves, sont celui d'Angleterre, d'Afrique du Sud et du Japon. En fait, pourquoi je vous parle du Japon ? Parce qu'en fait, on l'appelle variant brésilien, mais il est venu par des voyageurs japonais qui avaient été au Brésil et qui ont développé celui-ci. Donc voilà pourquoi on l'appelle le variant brésilien, mais en fait ce sont à la base des Japonais. Autre info du jour, c'est sur la sûreté du vaccin AstraZeneca qui est en ce moment examiné par l'OMS. Le président Macron annonce la suspension de la vaccination avec AstraZeneca en France pendant quelques jours, et ce, sur la recommandation du ministère de la Santé en lien avec les autorités européennes, espérant bien sûr une réponse, à savoir pour reprendre plus vite, si possible, la vaccination selon l'avis si c'est favorable ou pas. En fait, depuis une semaine, plusieurs pays européens
ont déjà suspendu cette vaccination avec AstraZeneca après de graves problèmes sanguins chez des vaccinés, ou plus exactement des caillots sanguins ou des difficultés à coaguler comme en Autriche. Le Venezuela, lui, a déjà dit qu'il n'autoriserait pas le vaccin AstraZeneca et il a lancé une campagne avec les vaccins russes Sputnik et chinois Sinopharm. Pourtant, le Venezuela avait réservé entre 1,4 et 2 millions, plus de 2 millions de doses d'AstraZeneca à travers le dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé. Autre info du jour, c'est donc AstraZeneca qui prévoit tout de même de fournir aux États-Unis jusqu'à 700 000 doses d'un traitement, cette fois par anticorps. Ce médicament anticorps est en phase finale de développement et doit permettre de prévenir et de traiter la maladie. Ils avaient déjà conclu un premier accord en octobre sur 100 000 doses. Le gouvernement américain a financé le développement de ce médicament qui est une combinaison de 2 anticorps et dont les derniers essais sont en cours auprès de 9 000 personnes dans le monde. Toujours Covid, dernière info, le Roche, le laboratoire Roche, lance un test de diagnostic pour détecter les variations du virus. Ce nouveau test, annoncé par le groupe pharmaceutique suisse, doit aider les scientifiques à surveiller les mutations du virus, leur prévalence et leur impact potentiel sur le diagnostic des infections, les vaccins et les thérapies. Appelé Cobas SARS-CoV-2, variant 7.1, voilà, c'est le nom scientifique, il permet de détecter et de différencier les mutations observées dans les variants britanniques, sud-africains et brésiliens. Il est conçu pour être utilisé sur des machines que tout le monde possède. C'est la machine Cobas 6800 ou 8800. Et puis, c'est donc diffusé ces machines dans les laboratoires d'analyse, bien sûr, et dans les hôpitaux. Et depuis le début de la pandémie, Roche a lancé plus d'une quinzaine de tests. C'est donc eux, les maîtres du savoir-faire de ces tests. Alors, Jean-Charles Correa, j'ai envie de vous demander, expliquez-nous un petit peu ce développement de guichet unique pour la région Île-de-France que vous avez développé en juillet dernier. Alors, c'est toute la région qui a développé, qui a publié un appel d'offres en fait pour venir au secours des entrepreneurs de l'Île-de-France. Et il y avait un déficit d'information, de compréhension en tout cas des mesures qui étaient proposées. Un appel d'offres a été lancé, nous l'avons remporté. Donc c'est en ce cadre-là que nous avons co-construit avec la région cet outil, qui est un outil numérique, on dit plus digital depuis une semaine je crois. C'est un outil numérique qui permet effectivement de contacter des conseillers qui vont aider les entrepreneurs, les acteurs de la région Île-de-France à comprendre les mesures et à voir comment on peut effectivement ils peuvent bénéficier de ces mesures. Donc l'idée c'est pas de faire d'instruction, c'est pas nous qui faisons l'instruction des dossiers, mais en revanche on oriente les personnes qui en ont besoin dans l'espèce de marais de mesures, et c'est un peu compliqué parfois à comprendre, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment activer ces mesures. On est bien d'accord que ce guichet s'adresse au grand public. Absolument, c'est un guichet, enfin grand public, entrepreneurs, voilà, entreprise, hein, c'est pas pour les particuliers, mais effectivement il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, et comme c'est souvent le cas, il n'est pas toujours facile pour tout le monde d'en avoir connaissance. Du coup, du fait de votre spécificité de gestion clientèle, en fait, vous recevez tous les appels, ou vous avez juste mis en place une solution pour recevoir tous les appels? Ce sont les humains qui traitent le sujet, hein. C'est un sujet qui est important, donc c'est important de le faire d'une façon, encore une fois, humaine. Donc on reçoit des appels, on reçoit également des emails, donc c'est les 2 canaux principaux qu'on utilise, et avec une spécificité qui est, nous, on est une entreprise adaptée, donc on emploie uniquement des travailleurs handicapés, donc nos agents sont tous en situation de handicap, et c'était assez intéressant de renverser un peu le cours des choses en faisant que effectivement ce soit des personnes en situation de handicap qui viennent au secours d'entrepreneurs, etc., et qui voilà, on change un petit peu, c'est un peu contre-intuitif, et je trouve que c'était assez intéressant, et on est content de la région nous a fait confiance là-dessus. Et du coup, Jean-Charles Correa, je rappelle que vous êtes le fondateur de Défi, donc cet appel d'offres, ça s'est fait en combien de temps ? L'appel d'offres a été publié de mémoire en fin mars pour une mise en action. Le calendrier, c'était début juillet pour l'ouverture du guichet. Donc voilà, il y a eu le délai d'instruction normal, hein, c'est le code des marchés publics. Donc on a eu la chance de remporter cet appel d'offres. Je pense qu'on avait une bonne offre. Et après, il y a eu le temps de formation, puisque les dispositifs, il fallait les apprendre, il fallait les découvrir. Et puis ensuite, on a activé le dispositif à partir du 1er juillet. Et du coup, Jean-Charles Correa, on va peut-être donner l'adresse et comment faire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui seraient dans le besoin d'informations. Absolument, il faut aller sur le site de la région en fait, hein, et regarder tout ce qui a trait aux mesures d'aide et les plans d'aide régionale en fait. C'est là que ça se passe. Donc sur le site de la région Île-de-France.
Merci beaucoup Jean-Charles Correa pour cette information. Autre info du jour, c'est près d'un an et demi après l'abandon d'Europa City, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Pierre Cuchely, appelle à la création d'un carrefour de l'alimentation du futur sur le triangle de Gonesse, tout comme d'ailleurs l'avait fait à ce micro Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains et vice-président du conseil départemental ce lundi, donc au bar de l'économie. Pierre Cuchely, cette fois président donc de la CCI 95 et vice-président également de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, chargé de l'Union des territoires, rappelle que l'arbitrage a été fait entre les 280 hectares urbanisables et les 400 hectares de terres agricoles à l'issue d'un très long processus de concertation et de dialogue entre tous les acteurs sous la férule de l'État. Les opposants poussent le projet de coopération pour une ambition agricole, rurale et métropolitaine d'avenir, malgré la nomination du haut fonctionnaire Francis Rol-Tanguy, chargé d'élaborer un nouveau projet, et la mission confiée au préfet du Val d'Oise, Amaury de Saint-Quentin, pour remettre un rapport à Matignon. Les arbitrages gouvernementaux se font attendre, je cite bien sûr Pierre Cuchely. Donc c'est une affaire à suivre. Stéphanie Monjoint, vous êtes un petit peu concernée puisque vous agissez sur le département principalement du 93, mais qui a également un pied dans le 95, dans le Val d'Oise. Totalement, on est puisque bien effectivement on est au niveau du triangle de Gonesse, effectivement c'est 93 et 95, et je me ravis de ce projet parce qu'effectivement Europa City a été abandonné il y a quelques mois, qui est un nouveau projet sur cette zone qui est assez particulière parce que justement il y avait des opposants, etc. Mais si ça peut créer des emplois par rapport à toute la zone, et puis surtout il y a une problématique de transport aussi, parce qu'en fait on appelle aussi à créer du transport parce que cette zone est très sinistrée niveau transport. Il y a une grande pauvreté de ce côté-là du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Donc créer du transport, créer de l'emploi, de l'activité économique, c'est tout ce dont vous avez besoin. Exactement. Et on est bien d'accord. Merci. Et donc c'est vrai que tout le monde avait été très déçu par l'abandon de ce projet Europa City, parce qu'il était prévu la création de 10 000 emplois, et c'est ce qu'on attend bien sûr dans cette zone. Donc il faut attendre encore un petit peu que notre gouvernement se décide. Autre information, en tout cas merci Stéphanie Monjoint pour votre commentaire. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale du mouvement des entreprises du 93. Mieux entreprendre 93. Mieux entreprendre. On va donc passer à l'autre info du jour, et c'est ce que je vous avais promis lundi. Pourquoi la firme chinoise Tencent, connue pour son application WeChat, poursuit-elle son offensive dans l'univers de la fintech en France ? En plus de se diversifier de ses activités, le géant des jeux vidéo cherche à renforcer son expertise technologique et à accéder aux données, capital précieux pour les grandes entreprises. Tencent prend donc de nombreuses participations dans plein de domaines. Donc je viens de vous le dire, les jeux vidéo, son marché de prédilection, mais aussi dans la musique et maintenant dans le paiement. Je vous en ai parlé lundi avec les investissements chez Conto et chez Lydia. Il dépasse désormais les autres membres du BATX, ce sont les GAFA chinois. Je rappelle qu'il s'agit de Baidu, d'Alibaba et de Xiaomi, ce sont les 3 plus grosses plateformes chinoises. Et donc Tencent dépasse en nombre d'investissements réalisés tout ce milieu des GAFA. Au cours des 5 dernières années, sur un total de 48 opérations, 27 sont attribuées à Tencent. Selon donc l'Observatoire de la FinTech, sur la même période, les GAFA américains n'en ont réalisé que 15. Donc moins d'une semaine après Lydia et Conto, Tencent devient actionnaire de la start-up berlinoise également N26. Hors Europe, la banque brésilienne Nubank a levé 180 millions de dollars auprès de Tencent, dont le poids est estimé à 486 milliards en US de dollars. Les tensions commerciales entre Pékin et Washington créent donc un climat incertain pour d'éventuelles opérations outre-Atlantique. Du coup, les investisseurs chinois se rabattent sur l'Europe ou sur l'Amérique du Sud. L'objectif de Tencent est tout simplement de donner accès à WeChat Pay, sa solution de paiement mobile, aux millions de touristes chinois qui visitent l'Europe. Et le géant pourrait aussi aller encore plus loin en développement des programmes de fidélisation et de la vente du billet d'avion en utilisant toujours sa plateforme WeChat Pay comme agrégateur. À l'heure actuelle, l'écosystème WeChat comprend déjà 1 million de mini-programmes pour se connecter à des applications tierces. Les acteurs chinois doivent néanmoins relever un défi de taille pour s'imposer hors de leur marché. C'est l'hétérogénéité des réglementations concernant la collecte, le traitement, le stockage des données personnelles des utilisateurs, puisque l'Europe est beaucoup plus sécurité que le marché
asiatique. Justement, Karine Carto, qu'en pensez-vous et dites-nous un peu où on en est au niveau de la protection sur ces zones notamment asiatiques. Oui, alors sur la région asiatique, je ne sais pas exactement quelle est la différence avec l'Europe, mais en tout cas, c'est effectivement en Europe, on fait très attention à ce qu'on conserve la confidentialité et l'intégrité de nos données. Vous avez cité quelques noms de fintech qui ont le vent en poupe actuellement en France. J'ai mentionné certains noms de nos clients aussi. On se développe énormément sur le marché des fintech parce qu'elles ont notamment comme motivation dans leur ADN la volonté de rendre la vie facile à leurs clients, à leurs utilisateurs. Donc elles misent énormément sur l'expérience client sans que ce soit au détriment de la sécurité. Donc c'est de cette façon qu'on les accompagne. C'est proposer aux clients bancaires de pouvoir bénéficier de parcours fluides, accélérés, tout en leur garantissant évidemment la sécurité de leurs opérations. Merci beaucoup pour cette information, Karine Carto. Je rappelle que vous êtes la directrice régionale Europe du Sud de LexisNexis Risk. Jean-Charles Correa, vous voulez également réagir ? Sur les fintech, je ne suis pas très qualifié, mais ce que j'observe, c'est que tout le marché des outils qui permettent d'avoir une relation client, parce qu'on revient un petit peu à ça, à travers le paiement, se développe rapidement. Nous, on l'observe aussi. Donc, c'est intéressant de voir qu'un acteur chinois essaye d'entrer sur le marché européen. Ils sont déjà présents, bien entendu, mais d'entrer de façon plus profonde. Après, effectivement, le RGPD et le règlement sur la protection des données européennes n'est pas forcément favorable pour ce genre d'acteurs, et on va voir comment ça se déroule. Merci beaucoup Jean-Charles Correa. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Défi. Autre information du jour, c'est RTL Group qui vend M6 pour investir dans le streaming. La mise en vente de M6 et de RTL par son actionnaire Bertelsmann RTL Group a surpris. Energy Group s'est positionné pour cette acquisition. Je rappelle que M6 pèse 1,3 milliard d'euros. Elle est toujours dirigée par Nicolas de Taverneau, le propriétaire de Énergie et de la chaîne Énergie 12, Jean-Paul Baudecroux, pèse 336 millions d'euros de chiffre d'affaires et il envisagerait de s'associer à un fonds d'investissement. Évidemment, TF1, Vivendi et Mediaset sont aussi sur les rangs. Alors Thomas Rabe, le PDG de Bertelsmann et de RTL Group, a confirmé à l'occasion de la présentation des résultats annuels de RTL Group, donc la filiale audiovisuelle, sa volonté de vendre M6 et RTL en France. Il veut réorganiser la physionomie de son groupe de médias pour se concentrer sur les métiers de la télévision gratuite. Il dit il faut parvenir à constituer des champions nationaux. C'est le sens de la mise en vente de la filiale M6 RTL, car Thomas Rabe estime que les chaînes de M6 et les stations de radio RTL seront mieux entre les mains d'un autre acteur français. RTL Group a décidé de se recentrer sur 3 marchés. La télévision gratuite dans le bassin d'audience où il est leader, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, et où il s'est renforcé. La production audiovisuelle avec Fremantle également, là où il s'est renforcé. Et l'allemand Bertelsmann veut mener la révolte des médias européens contre les GAFA, disent-ils. La longévité et la flexibilité sont les marques de fabrique de ce groupe allemand qui est passé du stade d'imprimeur de Bible à celui de géant mondial des médias et de l'édition. Notez bien, 186 ans d'existence, dirigé actuellement par Christoph Mohn, patron actuel de la dynastie familiale Bertelsmann. Bertelsmann continue à piloter son empire de Rhénanie, au nord de la Westphalie. Et c'est quand même 160 000 salariés pour 18 milliards de chiffre d'affaires. Ça laisse c'est quand même un sacré chiffre d'affaires. Autre information du jour. Et cette fois, nous partons en Birmanie. Civils et activistes veulent que les compagnies pétrolières cessent leur paiement à l'État. Le gouvernement civil parallèle de la Birmanie et des groupes de défense des droits ont appelé la firme Total, c'est pour ça que je vous en parle, mais aussi les autres compagnies pétrolières opérant dans les pays à suspendre donc leur paiement à l'État contrôlé par l'armée depuis le 1er février. Ces appels interviennent au lendemain d'une déclaration du groupe français
qui s'est dit préoccupé par la situation en Birmanie où la répression des manifestants par les militaires a fait des dizaines de morts, tout en soulignant l'importance de ces activités pour le pays. Le coup d'État a laissé les compagnies pétrolières internationales opérant en Birmanie sans autre option que de suspendre leurs relations avec la junte militaire, a déclaré le gouvernement civil parallèle dans une lettre adressée à Total qui a été publiée sur sa page Facebook. Composé d'ex-parlementaires chassés du pouvoir, le groupe demande à Total de suspendre ses versements à la Birmanie et de les placer sur un compte protégé jusqu'à ce qu'un gouvernement légitime soit rétabli. Total n'a pas bien sûr commenté ces informations. La lettre datée du 5 mars a été mise en ligne cette semaine et elle fait écho aux recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies sur la Birmanie, Tom Andrews, selon lesquelles des sanctions doivent être prises contre la société Myanmar Oil Gas, la MOJ comme on dit, désormais contrôlée par l'armée et qui représente la plus importante source de revenus de ce gouvernement par l'armée. Selon les dernières données disponibles, le groupe français a versé à la Birmanie 786 millions de dollars sur la période 2015-2019, dont 166 au ministère des Finances et 619 à Mogé. Total est préoccupé par la situation et espère une solution pacifique, a-t-il dit. En tout cas, le groupe d'activistes, il s'appelle Justice pour la Birmanie, estime que Total devrait suspendre tous les paiements à la junte militaire illégale. Mais Total n'est pas le seul appelé, bien sûr. Tous les autres majors pétrolières et gazières ne doivent pas financer, je cite ce qu'ils disent, crime, hashtag d'ailleurs ça s'appelle, crime au pluriel contre l'humanité si vous cherchez un petit peu sur les réseaux. Enfin, dernière info du jour, eh bien, on va partir dans la culture cette fois, car le seul tableau détenu par une collection publique en France de Gustav Klimt, qui s'appelle Rosier sous les arbres et qui était conservé au musée d'Orsay, va être rendu à la famille de Nora Stiancy. Et je voulais vous parler de cette histoire, car Roselyne Bachelot-Narquin, notre ministre de la Culture, a annoncé le lancement de la procédure de restitution du tableau, donc Rosier sous les arbres de Klimt, aux ayants droit de Nora Stiancy, qui en avait été spoliée à Vienne en août 1938. Et en fait, c'était la nièce d'un des grands collectionneurs qui était la famille Victor et Paula Zuckerkand. Ils avaient quelques mois après l'Anschluss dû vendre sous la contrainte un tableau de Klimt alors intitulé Pommier pour un montant très inférieur au prix du marché. Issue d'une famille juive, elle sera ensuite déportée et assassinée en 1942 avec sa mère, comme avec son mari et son fils. Et à la fin des années 90, une demande en restitution auprès de la galerie du Belvédère, le musée national d'art moderne autrichien, avait été formulée par ses ayants droit et avait abouti à la restitution en 2001 du tableau Pommier 1 de Gustav Klimt, toujours bien sûr. Cependant, en juillet 2017, les autorités autrichiennes en charge des recherches de la provenance sur le patrimoine ont conclu qu'il y avait une erreur sur l'œuvre restituée. La poursuite des recherches, toujours par les Autrichiens, a permis de confirmer que le tableau de Klimt spolié correspondait en réalité au tableau Rosier sous les arbres, détenu par le musée d'Orsay et entré dans les collections nationales en 1980 bien évidemment, suite à un achat sur le marché de l'art. Le gouvernement présentera donc dès que possible un projet de loi destiné à autoriser la sortie de l'œuvre dans des collections nationales sur le fondement de la spoliation intervenue en 1938. Et je vous en parle parce que ça, c'est une première que de rendre un objet d'art en France à une famille spoliée. Voilà, c'était nos informations du jour. On fait une petite pause musicale et on se retrouve quelques secondes plus tard. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous.
Bonne matinée sur votre radio. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Montjoint pour Mieux Entreprendre 93, de Jean-Charles Correa pour Défi et de Karine Carto pour LexisNexis Risque. Merci en tout cas à tous les trois d'être à mes côtés ce matin. Alors j'ai envie qu'on commence tout de suite par savoir un peu quels sont les risques justement, Karine Carto, au niveau de la sécurité informatique et notamment numérique et auprès des banques en particulier, puisque vous venez de publier votre rapport annuel qui s'appelle donc Cybercrime Report. Donc, doit-on s'angoisser encore plus cette année, Karine Carto? Non, il faut être vigilant et il existe des solutions, rassurez-vous. Donc, effectivement, on vient de publier donc notre Cybercrime Report, le rapport sur la cybercriminalité, qui porte principalement sur le deuxième semestre de l'année 2020 et qui comprend également une rétrospective de tout ce qu'on a vu, analysé pendant toute l'année 2020. Donc ça a été une année particulièrement intéressante puisqu'elle est marquée par la pandémie, par la crise sanitaire et donc à la fois un changement dans les comportements des consommateurs qui ont été plus sur le web et à la fois aussi par des évolutions en matière de cyberattaque puisque les fraudeurs ont dû s'adapter. Mais ça pour eux c'est pas un problème parce qu'ils ont toujours l'habitude de s'adapter. Ils sont extrêmement réactifs. Ils sont très réactifs, mais on se demande même comment ils arrivent à se financer. Si un jour vous faisiez une étude là-dessus, on serait très intéressé. Oui, il y a des études là-dessus. Après, c'est un large sujet, on pourra peut-être revenir dessus. Donc peut-être pour bien poser en quoi consiste l'étude, sur quels éléments elle se base. Donc en fait, nous, on fait de l'analyse de risque pour nos clients qui peuvent être des banques, des e-commerçants, des fintechs, je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle des prestataires de paiement, des payment service providers. Et toutes ces transactions qu'on processe, donc pour l'année 2020, ça a porté à 47,1 milliards de transactions. C'est énorme. Toutes ces transactions qu'on processe nous permettent de reconstituer des identités numériques et d'avoir une analyse assez fine sur la façon dont l'adoption des canaux digitales évolue et également la façon dont les attaques évoluent. Voilà. Donc, ce qu'on a noté principalement sur le deuxième semestre, mais c'est aussi le reflet de tout ce qui s'est passé sur l'année 2020, c'est globalement le taux d'attaque, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, a tendance à baisser. Alors c'est une baisse un petit peu artificielle, disons que le volume d'attaque progresse moins vite que le volume de transactions. Et on a vu énormément de nouveaux consommateurs venir sur le web et utiliser les applications bancaires en 2020, un peu obligés par la pandémie. Donc des clients qui étaient assez réticents à utiliser leurs espaces en ligne bancaires ou à faire des commandes sur Internet, ils sont allés par la force des choses. La bonne nouvelle, c'est que toutes les études montrent que ceux qui y sont allés par la force des choses y ont trouvé un certain confort et un certain bénéfice. Donc pour la plupart d'entre eux, et toutes les études le montrent, notamment quelques chiffres de la FEVAD, l'association de la vente à distance, ces consommateurs-là vont y rester. Donc ça s'est traduit sur notre réseau d'identité numérique par des nouvelles identités, de nouvelles machines, de nouvelles géolocalisations. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. On a vu une baisse des attaques qu'on dit manuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les attaques manuelles? C'est-à-dire qu'ils sont initiés une à une par un hacker, un fraudeur qui est derrière son ordinateur. Les fraudeurs essayent de maximiser le gain. Et pour maximiser le gain, ils automatisent leur process et leurs méthodes. Donc, ils vont avoir recours à des programmes malveillants qui vont être capables de générer des attaques à travers plusieurs machines à la fois, qui vont cibler énormément de sites en même temps. C'est ce qu'on appelle des attaques par bots, des attaques automatisées. Donc les bots, ça a plusieurs bénéfices. Déjà, ça maximise le gain. C'est vraiment ce que recherchent les fraudeurs. Ils sont comme le commun des mortels, un petit peu feignants. Donc moins on peut en faire et plus le gain est important,
tant mieux. Donc attaquer par bot, ça permet déjà de pouvoir créer des comptes de façon frauduleuse en grande quantité. Alors à quoi ça sert ? Ça sert notamment à profiter de bonus. Parfois sur certains sites, quand vous ouvrez un compte pour la première fois, vous bénéficiez d'un bonus. Alors ça peut être un site de jeu, mais aussi parfois des néobanques, etc., qui vous proposent un bonus à l'entrée. Donc ils créent une multitude de comptes, et ils vont bénéficier de ces bonus. Donc eux, plutôt que rester clients, ce qui est normalement l'objectif de ces opérations, ils vont vite récupérer le gain et disparaître. Les attaques automatisées aussi, ça permet de tester des logins. En fait, on trouve à travers le marché noir des listes, des couples identifiés en mot de passe, mais souvent on ne sait pas à quel site ça correspond. Donc il faut tester une multitude de sites le plus rapidement possible pour voir quels accès ça ouvre. Et une fois qu'on sait quels accès ça ouvre, on peut faire l'usurpation d'identité et du coup voir en fonction des sites qui sont désormais accessibles quel type d'attaque on va réaliser pour être le plus efficace possible. Voilà, donc c'est principalement ça. La troisième aussi, le troisième intérêt de l'attaque par bot, c'est pour les fraudeurs qui revendent des coordonnées de cartes bancaires. Pour les monétiser au mieux, ils doivent prouver que ces cartes sont pas encore en opposition. Donc ils vont faire des toutes petites transactions qui vont passer en dessous les radars juste pour voir si la carte passe. Et quel est le montant de la transaction, comme vous dites, qui passe sous les radars ? Ça dépend des sites. Ils sont plus experts que moi en la matière, mais ça va être des petites transactions à 2-3 euros. Voilà. Moins de 10 euros. Oui, ça va être surtout sur des sites de jeux. Les sites de jeux sont des cibles idéales pour ça parce qu'on peut jouer très peu. Ça, c'est une information importante que vous venez de nous dire. Donc, il faut éviter finalement les sites de jeux en ligne. Disons que ils font partie de l'artillerie des hackers. Voilà, c'est pas pour ça que nous on est en danger quand on les utilise. Donc voilà, donc le dernier rapport, voilà ce qui montre. Donc une augmentation des attaques par bot, une forte attaque sur les créations de comptes. Il y a une tentative de création de compte qui s'avère frauduleuse. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Ça on le sait depuis longtemps. Vous savez, vous entendez parler de l'authentification forte, qui est une des réponses qui permet de vérifier qu'un internaute est bien celui qu'il prétend être quand il vient faire des opérations. Mais vous ne pouvez pas faire une authentification forte sur une création de compte. Parce qu'avant de vous enrôler à une authentification forte, il faut déjà passer la première étape. Et du coup, les fraudeurs profitent de cette étape, utilisent parfois des données volées. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est très courant. On le voit effectivement aussi sur des sites de vente de produits d'occasion ou même d'annonces de location de maisons ou d'appartements. On voit qu'il y a beaucoup de fraude. En tout cas, c'est en recrudescence. Oui, beaucoup de fraude. En fait, c'est un moyen de récupérer de la donnée pour faire de la fraude ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, je vais collecter, je vais mettre une petite annonce pour un appartement, une location. Le prix, en général, est assez attractif, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup de dossiers et les gens voulant par exemple étant très motivés vont vite envoyer les copies de pièces d'identité, les justificatifs de domicile, etc. Donc c'est effectivement un des moyens. D'ailleurs, on peut peut-être donner un conseil à tous ceux qui utilisent ce type de plateforme. D'abord, peut-être, si on peut, c'est prendre contact avec le propriétaire en direct pour être sûr. Quelquefois, les plateformes ne l'autorisent pas tout de suite. Elles ne donnent pas les coordonnées en fait à celui qui cherche. Il faut vraiment avoir réservé pour avoir les coordonnées, mais bien souvent les plateformes ont elles-mêmes un système de paiement et là il vaut mieux passer par la plateforme pour payer là. Ça évite les arnaques logiquement, ou en tout cas on peut se faire rembourser, je pense. Oui, il y a des moyens d'être remboursés, oui, effectivement. Donc oui, il faut que les internautes soient vigilants, ça c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi qu'on voit à travers le rapport de la cybercriminalité que les personnes les plus attaquées, c'est les moins de 25 ans et les plus de 75 ans, parce qu'ils sont considérés comme vulnérables. Alors pas pour les mêmes façons, les moins de 25 ans parce que ils vont pas être très vigilants peut-être. Vigilants, exactement, voilà. Ils veulent aller vite. On rentre un petit peu dans les
les clichés, mais c'est un petit peu vrai. Voilà, ils veulent aller vite, etc. Et puis, les personnes les plus âgées, elles, c'est une méconnaissance de la façon dont ça fonctionne et ils peuvent se faire manipuler. Voilà. Il y a beaucoup d'attaques aussi. Donc, on parlait d'ouverture de compte sur la souscription de crédit en ligne. Et là, évidemment, toutes les données qui peuvent être volées, les documents, etc., peuvent être réutilisés pour du crédit à la consommation. Voilà, c'est extrêmement... Donc je retiens, Karine Carto, quand même 2 points. Tout ce qui est jeu. Et puis, ce que vous venez de dire, le crédit à la consommation, là, les hackers visent à récupérer les données de toutes ces personnes qui vont acheter ou envoyer des documents par le net. Alors, ils vont utiliser les documents pour souscrire des crédits à leur place et disparaître au moment du remboursement. Voilà. Après, c'est des fraudeurs qui sont en général extrêmement bien organisés. En général, ils vont même multiplier les demandes de crédit, commencer à rembourser certains crédits pour bâtir une meilleure réputation et pouvoir maximiser le montant de l'emprunt avant de disparaître. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez courantes, mais bon, maintenant il y a des réponses, voilà, nous on offre des technologies effectivement pour pouvoir détecter ça et les entreprises investissent beaucoup évidemment pour protéger les consommateurs. Il faut également rassurer là-dessus. Peut-être un mot donc sur notre technologie, expliquer comment nous on fonctionne. On va peut-être finir sur le problème, sur le nombre de transactions analysées. Oui. Il y en a combien à peu près? Alors l'année dernière, on a analysé 47 milliards de transactions, pour arrondir. En fait, un petit peu plus parce qu'on a fait une acquisition début 2020 qui travaille aussi avec une approche réseau. Donc en tout, on a analysé 76 milliards de transactions. Voilà, on a vraiment un positionnement unique dans le domaine. On brasse énormément de volume, ce qui nous permet d'être légitime pour reconstituer les identités numériques. On connaît à travers notre réseau d'identités numériques environ 2 milliards d'identités numériques uniques. C'est énorme. C'est plus de 50% de la population active sur Internet aujourd'hui. On connaît des milliards d'adresses e-mail, de machines. Donc ça peut être les ordinateurs, les mobiles, les tablettes. Donc grâce à ça, on est capable, au moment où un internaute se connecte, donc quoi qu'il fasse, quel que soit le type d'interaction, ça peut être la création de compte, la connexion au compte pour être sûr que ce soit pas une usurpation, un paiement, un virement, etc. On est capable de dire a priori tous les voyants sont au vert, c'est bien la personne qui prétend être, parce qu'on reconnaît sa machine, on reconnaît sa géolocalisation. Il y a des associations qui sont tout à fait normales à travers son identité numérique avec s'il a l'habitude de faire, etc. Et du coup, il faut accepter, quand nous, on est consommateurs par le net, de se faire géocaliser. Alors finalement, pour notre sécurité, c'est mieux, donc, Karine Carto. Ah oui, tout à fait. La réglementation aujourd'hui impose de plus en plus à ce qu'il y ait des consentements de la part des internautes lorsqu'ils font l'objet de vérification. Donc, ça paraît un petit peu inutile quand on demande l'autorisation de protéger le consommateur lui-même. Bon, après, c'est la réglementation parfois qui l'impose. Mais oui, il faut accepter. Parce que même si on se dit, moi, j'en ai pas besoin, parce que moi, de toute façon, je suis honnête. Donc, ils n'ont pas besoin de vérifier mon identité numérique. Mais ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est qu'il y a une personne qui peut voler mes identifiants mots de passe ou certaines données d'identification qui peuvent se faire passer par moi. Et eux, ils vont décocher la case, éventuellement. Je ne veux pas. Et ça, c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Donc il y a un gros travail d'accompagnement, de communication, à faire de pédagogie pour expliquer à l'internaute que faire des vérifications, ça va vraiment dans son sens de la sécurité, de la protection digitale numérique en fait. Exactement. Alors du coup, Karine Carto, je rappelle que vous êtes donc directrice régionale Europe du Sud de LexisNexis Solutions. Qu'est-ce que vous proposez? À qui les proposez-vous? Et puis parce que finalement, quand on va sur tous ces sites d'achat en ligne ou de jeux ou de loisirs en ligne, toutes ces solutions, c'est transparent. Pour nous, tout ça, c'est des milliards de secondes. Oui. Vous devez tout analyser sans que nous, ça nous ralentisse dans nos activités, c'est bien ça? C'est exactement ça. On peut mettre des niveaux de sécurité extrêmement élevés, mais à la fin, ils vont dissuader les internautes d'utiliser le site. Et aujourd'hui, on sait que l'expérience client, c'est clé. On parle d'Amazon, c'est pas pour rien. Il y a une expérience vraiment extrêmement rapide, expérience waouh. Donc tout le monde veut faire ça. Et pour ça, il faut pas dégrader la sécurité, évidemment, sinon c'est l'entreprise elle-même qui est mise en danger. Mais il y a des solutions qui sont
transparente, comme vous le dites. Voilà. Donc, s'appuyer sur l'identité numérique, ça se fait en quelques millisecondes. On rend un score de risque qui permet de dire à l'entreprise, écoutez, tout va bien, vous êtes bien face à votre internaute. Vous lui déroulez le tapis rouge et il vous en sera reconnaissant et il reviendra plus facilement sur votre site par rapport à ceux des concurrents. Il y a un doute. C'est pas non plus parce que vous faites quelque chose pour la première fois sur Internet qu'on doit vous embêter. C'est pas parce que vous voyagez pas beaucoup que quand vous voyagez, on doit vous demander ceinture et bretelles et des milliards de codes, etc. Donc là, c'est juste, il y a un doute, la personne fait ce qu'elle a tendance à faire, mais bon, il voyage. Donc peut-être mettre un peu d'authentification forte ou une vigilance supplémentaire par rapport à ce qu'il va faire au moment du fameux panier. Ou alors, au contraire, warning, voilà, cette machine est associée à des dizaines d'adresses e-mail, à des, voilà, et là, on sait que c'est une fraude. Il y a un aspect communautaire dans le réseau. On peut taguer des informations du réseau en disant attention, ça appartient à des profils de fraudeurs. Et c'est exactement comme ça qu'il faut agir. Il faut travailler en réseau, en communauté. C'est exactement ce que font les fraudeurs. Ils communiquent sur les meilleures pratiques, ils s'aident, ils se spécialisent, ils se donnent le relais. Il y en a certaines qui sont spécialisées pour voler des données, d'autres pour tester, comme je vous le disais, si la carte est encore valide. Et puis ensuite, ceux qui vont attaquer pour maximiser le gain. Donc voilà, nous on peut aussi agir en communauté, c'est ce qu'on fait avec nos clients et ça fonctionne super bien. Donc, oui. Quand on se fait usurper son identité ou son adresse mail et que les hackers publient des annonces à notre place, est-ce qu'on a des solutions ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Le plus compliqué, c'est de s'en rendre compte. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire si on s'en rend compte, Karine Carto ? La réglementation est bien faite dans le sens où à partir du moment où vous réalisez une transaction à distance et que vous la contestez, j'ai tendance à dire même de mauvaise foi, votre banque est censée vous rembourser très rapidement. Je crois que le délai c'est 60 jours maintenant. Donc ça c'est une chose. Bon, après il faut être vigilant sur les comptes. Tout le monde ne le fait pas. Après pour des usurpations d'identité, on va dire plus importantes, c'est compliqué. On voit qu'il y a des vies qui sont ruinées à cause d'usurpation de compte, qui sont blacklistées à la Banque de France et qui ont de grandes difficultés à montrer qu'ils ont été victimes d'usurpation. Maintenant, il y a des sites pour que les gens se déclarent, etc. Donc, voilà, je pense que tout le monde est sensibilisé là-dessus. Il y a des sites au niveau gouvernemental aussi pour accompagner les victimes. Voilà. Est-ce que la pandémie a eu un impact plus important ou pas sur tous ces canaux numériques ? Est-ce qu'il y a eu une recrudescence finalement ? Des attaques, pas tant que ça. Ça a modifié un peu le profil. On dit beaucoup d'attaques automatisées. Il y a un type d'attaque qui est extrêmement répandu, mais qui est un petit peu plus compliqué en période de pandémie. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est extrêmement compliqué à détecter parce que, en fait, c'est une manipulation de la victime de façon à ce que ce soit la victime elle-même qui fasse la transaction. Voilà. Mais pour mettre quelqu'un sous pression, pour réaliser une transaction via une manipulation, il faut quand même réussir à établir des liens sociaux avec elle. Bon, c'est toujours possible. Alors après, il y a aussi toujours en cas de pandémie, ça a été utilisé. La personne vous avez besoin de vos outils informatiques, il y a une personne qui va vous faire passer pour un technicien, qui va vous dire qu'il va stabiliser les performances de votre VPN ou augmenter les temps de traitement de votre ordinateur, qui va faire une mise à jour Microsoft, qu'il faudra juste le payer par un virement. Et puis là, il vous manipule, il vous pique des codes, etc. Et puis il peut récupérer ça pour faire des transactions ailleurs. Donc oui et non, on va dire. C'est un petit peu voilà. Donc maintenant, alors comment peut-on se protéger et notamment qu'est-ce que vous proposez, Karine Carto ? Alors au niveau des internautes, il faut être extrêmement vigilant. Nous, notre expertise, elle est plus sur accompagner les acteurs du web. C'est plus là-dessus qu'on est légitime pour parler. Donc nous, on les accompagne de façon à ce qu'on ne remette pas du tout en cause leur chiffre d'affaires. Ça, c'est hyper important. On voit qu'il y a un vrai problème, notamment dans le e-commerce, sur le taux de conversion. Les études FEVAD montrent... Expliquez aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire, le taux de conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, par exemple, c'est pareil partout, il y a 3 paniers sur 4 qui sont abandonnés au moment du paiement.
Et la raison principale, c'est un parcours de paiement, un process trop long, trop compliqué. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Donc une des raisons de ces allongements de traitement, c'est des vérifications, des mots de passe qui n'arrivent pas, du réseau, plus de batterie, etc. Donc il faut les éliminer autant que possible dès qu'on est sûr qu'on est face à un client légitime. Et c'est là qu'on accompagne nos clients, accepter plus de transactions automatiquement, accepter plus de dossiers éventuellement dans le crédit ou des abonnements quand vous êtes dans le domaine de la téléphonie mobile. Et grâce à la solution, du coup, vous avez une zone d'investigation ou de risque qui est bien identifiée et vous pouvez focaliser vos efforts sur cette zone-là pour vraiment regarder les transactions qui sont potentiellement frauduleuses. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on les accompagne. C'est vraiment répondre à un double objectif qui paraît extrêmement paradoxal. C'est d'un côté détecter la fraude, la bloquer, mais surtout optimiser les parcours clients et augmenter les ventes. C'est-à-dire que de manière à ce que quand on, comme vous l'avez dit, quand nous, le consommateur, on est sur un site marchand, que ça puisse aller vite, en toute sécurité pour nous, le grand public, en fait. Oui. Mais vous vendez votre solution directement aux entreprises, c'est bien ça? Oui, on travaille avec les grandes banques françaises, avec le premier site e-commerce français, sans le citer. On va pas citer de nom. On se développe également sur le paiement fractionné. On est quasiment sur tout ce type de transaction qui est extrêmement utilisé, notamment depuis la crise sanitaire où les gens sont touchés financièrement, évidemment. Les gens ont de plus en plus recours sur Internet à dire je vais opter pour le paiement 3 ou 4 fois. Donc aussi bien sur le web que aussi en magasin, ça se fait beaucoup, on en parle beaucoup en ce moment. Donc là, c'est très, très confortable pour l'internaute qui va pouvoir avoir un petit peu plus de flexibilité pour gérer son budget, mais c'est également extrêmement ciblé par les fraudeurs. Notamment quand on utilise des cartes volées, on atteint moins rapidement certains taux certains plafonds et donc ça permet de maximiser le gain, encore une fois. C'est vraiment l'objectif numéro 1 des fraudeurs. Combien faut-il compter pour une entreprise si on fait appel à vos services? Quel budget faut-il prévoir annuellement pour sécuriser justement ces transactions financières? C'est très variable. Je vais vous faire une réponse très variable en fonction de la taille de l'entreprise, du cas d'usage, de la problématique. Et très sincèrement, quand on discute sous avec nos clients, on parle pas vraiment prix de vente, on parle ROI, retour sur investissement. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir promettre à nos clients d'avoir un retour sur investissement au bout de quelques mois. Voilà. Est-ce que pour un petit commerçant, j'allais dire une TPE finalement, puisqu'il y a quand même beaucoup de TPE en France, est-ce que c'est possible d'installer ce type de solution ou est-ce que vous pensez que ça n'est pas forcément la première cible? Un petit commerçant qui a un petit business en ligne avec peu de volume, c'est pas forcément la cible. Lui, ce qu'il va faire, ce petit commerçant-là, il va s'appuyer sur son prestataire de paiement, qui lui-même va lui proposer des briques de sécurisation et d'analyse de risque, et potentiellement qui travaillera avec nous indirectement. Voilà. Mais en général, il faut quand même générer du volume. On travaille plutôt avec des grands acteurs du web. Des plus grosses enseignes, bien sûr, sur ce thème. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises pour conclure cet entretien, Karine Carto? Ce qu'on peut leur dire, c'est que les solutions existent. Ce qui est génial avec notre approche communautaire, c'est que chaque nouveau client apporte de la valeur au réseau. Donc parfois, on est dans un domaine où les acteurs ne souhaitent pas partager. S'ils ont une super solution, ils veulent la garder pour eux et ne pas qu'elle soit utilisée par les concurrents. Là, c'est un petit peu différent parce que la sécurité, c'est pas un domaine sur lequel qu'on va utiliser comme critère de concurrence. On sait que on a plutôt intérêt à s'armer et à être plus fort ensemble. Donc les clients qui hésitent à travailler avec nous parlent directement avec nos clients, et même quand ce sont des concurrents directs, nos clients les encouragent à Donc il y a quand même rejoindre la communauté. Un intérêt à se mettre en commun pour réfléchir à des meilleures pratiques. Oui, exactement. Dans le crédit à la conso, il y a des
des organisations, alors même si elles sont de plus en plus intersectorielles, mais il y a quand même des organisations qui ciblent plus le crédit à la conso, d'autres qui vont cibler plus la revente d'abonnements frauduleux, par exemple. Donc, si vous êtes les 3-4 acteurs majeurs dans le domaine, si vous êtes au sein du réseau d'identité numérique, vous êtes super fort pour lutter contre ces attaques. Je peux vous donner un autre exemple qui est extrêmement parlant. En Grande-Bretagne, on travaille avec toutes les banques anglaises aujourd'hui qui ont décidé de s'organiser en consortium à travers notre outil et de partager des listes. Alors ça, en France, c'est pas possible. On n'a pas le droit de partager des listes entre organisations différentes. C'est problématique CNIL. Mais en Angleterre, c'est possible. Et donc, il y avait encore une grande banque britannique qui faisait pas partie des clients Sweatmetrics. Et quand elles ont su qu'il y a ce consortium allait se créer, elles se sont dit, là, on rigole plus. Il faut qu'on y soit. Et voilà, ils ont rejoint ce groupe. Et ça permet effectivement de mieux sécuriser, de partager les IBAN, les identifiants machines qui sont reconnus dans des fraudes, notamment pour tout ce qui est détection des comptes mules. Moi, je ne vais pas rentrer dans des jargons trop sensibles, mais un fraudeur, il a une problématique une fois qu'il a volé de l'argent, c'est de le transférer d'un compte à un autre et de disparaître. Et donc souvent, il y a des comptes qui sont ouverts juste pour faire transiter l'argent. Donc soit c'est des comptes qui sont ouverts par les fraudeurs, soit c'est des comptes de personnes légitimes qui se font manipuler. Alors voilà, donc vous êtes étudiant, on vous dit voilà, vous allez recevoir de l'argent de temps en temps, vous garderez 10% de l'argent qui passera sur votre compte pour vous, et puis le reste vous le transférez sur un autre compte. Bah voilà, ils disent, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, mais en fait ils sont en train d'aider des organisations criminelles à faire passer de l'argent plus vite et à disparaître plus vite. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je pense que là, certains d'entre nous, on tombe de notre chaise parce qu'on n'était même pas au courant que ça pouvait exister et qu'on pouvait recruter des étudiants pour faire ouvrir des comptes et faire transférer finalement de l'argent de quelqu'un d'autre à un escroc. Merci Karine Carto. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et on revient tout de suite au bar de l'économie avec un autre sujet, cette fois mieux entreprendre. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Et protéger les autres, restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. #restez chez vous. Nous voici de retour au bar de l'économie. Cette édition du jour, nous parlons donc gestion de la relation à distance. Nous parlons sécurité, cybersécurité, et nous allons évoquer comment mieux entreprendre en se regroupant, l'importance des réseaux, avec nos invités du jour, Jean-Charles Correa, fondateur de Défi, Karine Carto, directrice régionale Europe du Sud de LexisNexis Risque Solutions, et Stéphanie Monjoint pour mieux entreprendre 93. Alors Stéphanie Monjoint, expliquez-nous un peu le but de cette association, parce que c'est une association à laquelle on peut tous adhérer finalement en tant qu'entrepreneur. Exactement, donc c'est une association qui regroupe aujourd'hui, nous avons aujourd'hui 250 adhérents qui vont de la TPE, enfin du porteur de projet à des très très grosses entités comme Air France, Orange, etc. On a plus de 4000 entreprises dans le réseau également. Alors nous sommes sur le 93, ME 93, mais nous avons des adhérents effectivement du 95, du 77, de Paris, même de New York, qui ont ce besoin de rentrer dans un réseau. C'est un vrai besoin et c'est essentiel de rentrer dans un réseau de chefs d'entreprise, parce que notre rôle, c'est d'aider et d'accompagner les chefs d'entreprise au quotidien. Alors pour ce faire, en temps normal, hors pandémie, nous organisons plus de 40 événements par an, des petits déjeuners thématiques, des matinales, des apéros business, des after-work, des speed meeting business, des visites d'entreprise, et j'en passe. Alors aujourd'hui, on a effectivement depuis un an aujourd'hui, nous avons dû faire preuve de flexibilité et faire autrement.
Alors, on organise beaucoup de webinaires, évidemment, comme beaucoup, mais parce qu'il a été important de suivre ces chefs d'entreprise sur le quotidien, comment connaître toutes les aides de l'État, de la région, etc. Et aussi de savoir rebondir. Et aussi, on a aussi fait beaucoup de webinaires sur la digitalisation des entreprises, qui est extrêmement important parce que le petit entrepreneur du coin, le plombier ou le commerçant, rien que le commerçant, la digitalisation, c'est pas quelque chose d'inné chez lui. Donc nous, on est dans ce rôle d'aider, d'accompagner les chefs d'entreprise. Parfois aussi, même des commerçants ne savent pas les fonds de solidarité, toutes les aides de l'État, ils ne savent pas comment procéder sur les sites. Donc on est là aussi pour les aider, de les accompagner. On organise aussi des rencontres experts tous les mois. Donc tous les derniers mercredis de chaque mois, de 9h à 12h30, nous organisons des rencontres experts avec des avocats en droit des affaires, de marché public, fiscal, droit social, propriété industrielle, experts comptables, agences de com, etc. Donc ce sont des rendez-vous de 30 minutes. Alors quand nous pouvons le faire, c'est en présentiel, sinon c'est par téléphone. Et l'entrepreneur a un rendez-vous de 30 minutes pour l'aider sur ses conditions générales de vente, sur son site internet, sur son dépôt de marque, etc. Nous avons aussi une plateforme RH. Nous avons été missionnés par la Direct 93 pour mettre en place cette plateforme RH pour aider, accompagner toutes les entreprises et associations de moins de 50 salariés. Sur le recrutement, on est bien informé de toutes les aides de l'État sur le Un jeune, une solution, avec l'alternance, avec les emplois francs, les embauches de jeunes de moins de 26 ans. Donc ça, on a communiqué énormément parce que ce sont des vraies aides pour les entreprises pour pouvoir rebondir. Recruter un alternant avec une aide de 8 000 €, ce qui va faire que sur l'année, l'entrepreneur va devoir peut-être débourser entre 500 et 1 000 € de sa poche. Donc c'est un vrai soutien. C'est un vrai soutien. Peut détailler un petit peu les possibilités justement pour les entreprises au niveau de ces embauches, Un jeune, une solution? Alors Un jeune, une solution. Alors c'est effectivement donc les 8 000 €. Alors là, c'était la deadline, c'est jusqu'au 31 mars. Ça a été repoussé au 31 mars. Vous recrutez un alternant, que ce soit contrat de pro ou contrat d'apprentissage, vous avez une aide de 8 000 €. Peut-être que ça sera repoussé après, je ne sais pas. Enfin, le gouvernement l'avait déjà annoncé un report jusqu'au 31 mars. Peut-être que ça sera repoussé parce que de toute façon, on ne sort pas de cette crise encore demain. Ouais. Il y a les 4 000 € pour recrutement d'un jeune moins de 26 ans. Et il y a toujours les emplois francs qui ont été déployés il y a quelques années déjà. Les entrepreneurs ils ont parfois de grosses méconnaissances de toutes les aides auxquelles ils peuvent avoir parce que les emplois francs, c'est jusqu'à 7 000 ou 10 000 €. Alors, de mémoire, je ne sais plus parce que ça avait changé. Voilà, c'est dans certaines zones géographiques bien précises. Par contre, effectivement. Alors, il faut que le jeune... Il faut que le jeune ou la personne, parce que c'est pas que pour les jeunes, l'emploi franc, la personne habite dans un quartier politique de la ville. Alors effectivement, moi je travaille sur le 93 et... Il faut que l'entreprise ait son siège social dans un quartier politique de la ville. Non, la personne. La personne embauchée, le jeune ou le moins jeune, habite dans un quartier politique de la ville. Alors, effectivement, je travaille sur le 93, donc la Seine-Saint-Denis est un territoire où il y a beaucoup de quartiers politiques de la ville, mais il y en a aussi sur Paris, il y en a sur le 95, effectivement. Donc c'est vrai, ce sont des aides qui sont très très intéressantes. Après, effectivement, il y a eu tout ce qu'on appelle fonds de solidarité, toutes les aides de l'État tous les mois, même encore. Si votre chiffre d'affaires est inférieur de 50% à l'année dernière, vous avez 1 500 €. Alors c'est déjà ça parce qu'effectivement, il y a le chômage partiel aussi qui continue. Donc voilà. Donc notre rôle, c'est vraiment d'informer, de former les chefs d'entreprise sur tous ces sujets, mais aussi, et c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'être positif, de se dire on va redémarrer. Parce qu'effectivement, ça fait 1 an que ça dure. Et ils ont besoin d'avoir des choses plus positives sur de la stratégie commerciale, de la stratégie marketing, sur la digitalisation. Parce que parler des aides de l'État, c'est génial et c'est bien. Et je remercie l'État aujourd'hui et le gouvernement d'avoir mis en place toutes ces aides. Alors, ça a été très compliqué à mettre en place parce que ça a été lancé en juillet, je crois, l'année dernière. Il y a des entrepreneurs qui ont recruté en septembre. Ils ont eu leurs aides qu'à partir de février. Donc ça a été un gros problème de trésorerie. Voilà, c'est un gros problème de trésorerie. Donc nous, on remontait régulièrement auprès de la Direct 93 des listes
d'entrepreneurs, d'entreprises qui étaient en peine aujourd'hui, pour pouvoir maintenir ces emplois, ou alors on a rencontré des cas un peu particuliers de chefs d'entreprise qui étaient en pleine détresse. Il y en a encore, et c'est compliqué. Donc on est là vraiment pour leur trouver des solutions, de les aider, d'organiser des événements. Alors par webinar, on va reprendre les événements présentiels parce que c'est un vrai besoin. Les chefs d'entreprise n'en peuvent plus, les webinars. Alors c'est génial, mais au bout d'un moment on sature. Là on va reprendre les événements présentiels avec le respect des règles sanitaires en vigueur. Là, le 22 mars, on organise un événement sur les femmes, sur l'entrepreneuriat féminin à Aubervilliers, avec des ateliers, des témoignages, des success stories, une conférence sur le syndrome de l'imposteur, c'est sujet typiquement féminin. Et le 1er avril, on organise un speed meeting business à Noisy-le-Grand, avec effectivement une jauge à respecter par rapport aux espaces qu'on nous alloue. Mais il est vraiment essentiel de reprendre le présentiel. Je dis le présentiel, c'est essentiel parce que et puis ce qui est important pour un chef d'entreprise, une de ses premières sources de business, c'est le relationnel, c'est le réseau, c'est se rencontrer, c'est pouvoir échanger, parce qu'un webinar, c'est génial parce que on apprend beaucoup de choses avec un webinar. Disons qu'on gagne du temps au niveau transport, notamment. C'est vrai que ça c'est intéressant. Alors ça surtout pour la région parisienne. Ça nous a appris vraiment. On avait décidé déjà avec mes équipes quand en juin on a pu refaire des petits événements, etc. Qu'à partir de septembre, il y avait des choses qu'on garderait en visio. Par exemple, tous les mois, nous organisons, c'est sur un cycle sur les réseaux sociaux, donc tous les mois à 13h15. Alors c'est sur en plus la pause méridienne, donc en général les gens sont assez dispo. On organise un webinar sur un réseau social différent tous les mois. Ça a été LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tous les mois, parce que ça permet, et ça on le continuera après. Ça nous a appris à travailler différemment, à être flexible surtout, et les chefs d'entreprise ont besoin de cette flexibilité, d'être mais le présentiel, organiser des événements, c'est quand même, nous c'est notre ADN de faire de la mise en relation. Alors on continue, parce que notre rôle, mon rôle, c'est tous les jours on va m'appeler, Stéphanie, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'un expert comptable, j'ai besoin de n'importe quel sujet. Mon rôle, c'est de pouvoir mettre en relation, et on continue parce qu'effectivement on a une connaissance du territoire de la Seine-Saint-Denis, même autour, qui est assez dense. On travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, les élus, les villes, les EPT. Alors chez vous, sur la Seine, le Val-d'Oise, ça s'appelle Communauté d'agglo. En Seine-Saint-Denis, ça s'appelle Établissement public territorial. Il y en a 4. Donc voilà, on a une très bonne connaissance, et on travaille avec des espaces de coworking, parce qu'effectivement il faut repenser notre façon de travailler, et donc les chefs d'entreprise ont besoin d'innovation dans leur manière de travailler et d'être conseillés, d'être accompagnés. On travaille aussi avec beaucoup d'incubateurs. Je sais qu'ici il y en a un. On travaille avec beaucoup d'incubateurs qui permet aux jeunes porteurs de projets d'intégrer un réseau pour avoir tous les éléments, tous les outils pour bien démarrer, pour se développer plus vite, en fait. Exactement. Et là, aujourd'hui, en cette période, c'est le moment idéal, moi je pense, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on va dire non, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, mais si, parce que justement, rentrer dans un incubateur aujourd'hui va permettre à l'entrepreneur sur 6 mois, 9 mois, d'intégrer toutes les connaissances dont il a besoin, et ensuite quand on va en finir avec cette pandémie, c'est évident. Un jour on espère tous que ça va s'arrêter le plus vite possible. C'est évident, et même si ça on table sur la fin de l'année, il faut être honnête, qu'on soit tous vaccinés. Et quand bien même si jamais dans le pire des cas on n'en sort pas, on va apprendre à ces chefs d'entreprise à vivre avec, parce qu'il faut apprendre à vivre avec, ou différemment en tout cas. De toute façon il faudra vivre avec. De toute façon, quoi qu'il en soit, donc ils seront équipés de tous ces outils. Donc cette période où un peu, on ne sait pas trop où on en est. Chaque porteur de projet qui a une idée, moi je trouve que c'est hyper intéressant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que cette année va être une année blanche finalement pour beaucoup de chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'on dit Ça dépend. Alors moi j'en ai quand même pas mal qui s'en sortent pas si mal, qui ont su rebondir, qui ont vraiment su repenser. Ils sont très très agiles, nos chefs d'entreprise. Ils ont une facilité d'adaptation et d'agilité assez extraordinaire. Moi je les admire au quotidien, parce que même un jeune porteur de projet qui se lance, je trouve que c'est le meilleur moment. Moi, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais en tout cas, je trouve ça génial. Mais une année blanche, je ne sais pas. On n'est pas encore... on n'a pas encore assez de recul pour se le dire, et en tout cas l'affirmer.
Mais je suis pas sûre. Il y a vraiment des boîtes qui se développent plutôt pas mal parce que grâce au numérique, grâce à la digitalisation, ils savent rebondir. Évidemment, c'est plus compliqué pour les commerçants, les restaurants. Ça, c'est quelque chose. Les hôtels, notamment, tous les établissements de culture, tout ce qui est événementiel, le loisir, culture, etc. C'est très très compliqué. Là, par contre, je ne pourrais pas me prononcer sur ce genre d'activité. Même les restaurants aujourd'hui, ils font de la vente à emporter, mais ça suffit pas à retrouver leur chiffre d'affaires. Ça leur maintient le moral, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est quelqu'un qui est passionné, qui fait un métier qui est passionnant. Être complètement stoppé, c'est très difficile, et sur le moral, et surtout sur le moral d'ailleurs, parce que financièrement bien évidemment, mais c'est très compliqué. Stéphanie Montjoint, je rappelle que vous êtes déléguée générale de Mieux Entreprendre 93. Vous faites beaucoup d'événements d'entreprise. Quels sont les thèmes qui reviennent? Quelles sont les demandes de thèmes, de réunions qui reviennent le plus souvent en ce moment? Eh bien justement, c'est de la stratégie commerciale, pour rebondir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hier, on a fait un webinaire justement sur la cybersécurité, cybermenace, cybersécurité, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui touche toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Ça touche vraiment toutes les entreprises. Les besoins aussi, c'est sur la stratégie commerciale. Je réfléchis sur la digitalisation, les réseaux sociaux, comment mieux utiliser les réseaux sociaux en tant que chef d'entreprise. Quel réseau social correspond à mon activité? Parce qu'on communique pas de la même façon sur LinkedIn, sur Facebook ou sur TikTok. Donc voilà, il y a vraiment un besoin sur ces domaines-là. C'est surtout ça, mais surtout, vraiment la priorité, c'est de se rencontrer. Alors, vous avez quand même réussi une prouesse, Stéphanie Montjoint. Vous avez repris cette association qui était, disons, balbutiante en fait, même moribonde, on peut dire. C'est ça. Expliquez-nous un peu, parce que c'est quand même un beau challenge que vous avez relevé. Comment vous avez fait au début? Alors effectivement, je suis arrivée au ME 93 en novembre 2015. Donc il y a plus de 5 ans aujourd'hui. Il y avait 15 adhérents. C'était qui tout double. Soit on y arrivait, soit on arrêtait tout. Et puis, je sais pas, je venais pas du tout du milieu associatif. J'étais salariée dans des grands groupes auparavant. J'ai un profil commercial. Donc, effectivement, on m'a recruté. Effectivement, c'est pour aller rechercher des nouveaux adhérents. Mais la tâche n'était pas simple, parce que je connaissais pas grand-chose à l'entrepreneuriat, même rien. Et puis, j'ai mis. Aujourd'hui, c'est un métier passion, parce que vraiment, je m'éclate tous les jours. J'aime ce que je fais. On est plein. J'ai une équipe formidable aussi, donc ça aide. Mais ouais, je sais pas. J'ai mis de mon âme certainement, et puis de ce qui me plaît le plus, et puis d'aider. Évidemment, aujourd'hui, on a 250 adhérents, 4000 entreprises dans le réseau, essentiellement à 80% des TPE, parce que c'est celles qui ont le plus besoin d'accompagnement au quotidien. Et ça, je sais faire. C'est quelque chose qui est faire de la mise en relation, les aider à se développer, avec les partenaires qu'on a, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, et puis il y a cette bienveillance qui existe sur tous les territoires aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi une alternative au chômage pour beaucoup. Donc c'est d'aider, et puis ça a marché. Ce que vous voulez dire, c'est que beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise créent parce que ils ne trouvent pas de poste de travail. Ouais, complètement, parce qu'ils ont une idée, ils ont une passion, et puis aujourd'hui on a la chance d'être en France, d'avoir toutes ces aides d'accompagnement, les incubateurs, les pré-incubateurs, les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises. Aujourd'hui, on tient la main d'un porteur de projet tout au long de son parcours. Là, nous, on a lancé un parcours qui s'appelle Parcours Mieux Entreprendre dans le cadre d'un consortium avec un pré-incubateur qui s'appelle Time to Start, un incubateur qui s'appelle Convergence Incubateur, et le ME 93 sur la croissance, et même avec une brique internationale avec l'École des entrepreneurs du Québec. Et en fait, on aide les entreprises de l'idéation de son projet jusqu'à 3 ans de son existence. Donc voilà, avec du mentorat pour entrepreneurs, c'est pareil, on a mis en place le mentorat pour entrepreneurs, qui est quelque chose qui est extraordinaire, qui vient justement du Québec, parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur qui est mentoré, donc le mentorat c'est quoi? Un mentoré, c'est un jeune chef d'entreprise qui a créé son entreprise, qui dégage déjà du chiffre d'affaires, mais qui lui manque des trucs et astuces pour bien se développer.
Et le mentor, c'est un chef d'entreprise qui a plus de 5 ans d'expérience de chef d'entreprise et qui va l'aider à développer. C'est sur le savoir-être, mais le savoir-être fait tout dans une entreprise. Et en fait, par tous ces outils-là, voilà, on va, nous, dans ce parcours Mieux Entreprendre, on aide les entreprises jusqu'à 3 ans d'existence. Donc 3 ans d'existence, la pérennisation de l'entreprise, elle est quand même plutôt assez bonne. Et puis après, il y a aussi c'est ce qu'on dit qu'en général, les porteurs de projets, si l'entreprise ne doit pas marcher, c'est dans les 2 ans qu'elle s'arrêtera. C'est ça, vous confirmez ? Oui, exactement, c'est ça. Et puis il faut savoir, alors je connais très bien la Seine-Saint-Denis, donc je peux bien en parler. En Seine-Saint-Denis, c'est le territoire où il y a le plus de création d'entreprises, mais malheureusement, c'est le territoire où il y a le plus d'entreprises qui périclitent. Et donc grâce à tous ces outils qu'on met en place, ça aide l'entrepreneur, enfin le chef d'entreprise et l'entreprise à se pérenniser dans le temps. Alors quelles sont les créations, qu'est-ce qu'il y a le plus de vent en poupe en Seine-Saint-Denis au niveau des créations d'entreprises, Stéphanie Montjoint ? Quel domaine d'activité ? C'est ça. Waouh, il y a vraiment, il y a de tout là. Il y a beaucoup d'applications. Des applications web. Là, on accompagne une application qui est destinée, c'est un peu le Vinted du mariage. Vous pouvez trouver des robes de mariée, de la déco, et puis il y a aussi des prestataires, un musicien, un photographe, etc. Donc c'est des plateformes digitales. On a un autre dans le même domaine, enfin dans le domaine de la digitalisation et de la plateforme, une autre application, c'est un acheter un offert. Alors en ce moment c'est un peu compliqué, hein, une place de ciné achetée, une place de ciné offert, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça va être un repas acheté, un repas offert. Voilà, c'est beaucoup dans ce sens-là. Des jeux aussi, l'application web avec des jeux. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui créent pour faire de la livraison ou du taxi. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de développement en ce sens également en Seine-Saint-Denis. Alors nous, vous les voyez pas ? Non, ces personnes-là, on les voit pas. C'est des auto-entrepreneurs souvent, et c'est des VTC ou quoi que ce soit, mais ça, ils nous sollicitent. Et donc les auto-entrepreneurs ont du mal à rejoindre les réseaux, c'est ça qu'on peut dire ? Si, mais pas dans ce domaine de. Si, justement. Les jeunes entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, ils ont besoin justement de ce réseau pour pouvoir se développer et rencontrer d'autres pour pouvoir créer des liens et des synergies. Et parfois même, certains s'associent. Parce que finalement leur activité est complémentaire et on a déjà vu ça. Et ça c'est très intéressant. Ouais. Alors on va rappeler les prochaines rencontres que vous proposez, Stéphanie Montjoint, pour Mieux Entreprendre 93. Donc la prochaine c'est le 22 mars. 22 mars, toute la journée. Que va-t-il se passer ? Alors c'est une journée effectivement dédiée à l'entrepreneuriat féminin, donc de 9h à 16h à Aubervilliers dans un espace de coworking qui s'appelle Odis. Et donc là il va y avoir des ateliers on co-organise avec des partenaires qui sont la Société Générale, le réseau Initiative, la Miel qui accompagne les créateurs d'entreprises et j'oublie, et là on va me détester, la Miel, Société Générale, Initiative, le ME évidemment. Et donc un autre intervenant. Voilà. Et je suis désolée. Donc ça c'est sur le 22 mars, c'est sur le thème l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Donc il y aura des interventions, donc dans un premier temps sur le financement, sur la création et développement des entreprises. Il y aura aussi sur une intervention sur maîtriser l'art du pitch. Alors on en a besoin à tout stade de son entreprise. Il y aura des success stories avec des témoignages de chefs d'entreprise qui cartonnent, qui ont démarré de pas grand chose et qui cartonnent aujourd'hui, enfin qui ont une belle progression. Et il y aura un moment de networking dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment, le midi. Et l'après-midi, il y aura une conférence sur le syndrome de l'imposteur et la confiance en soi. Et donc ça c'est très important effectivement pour se développer bien sûr. Alors autre rencontre que vous nous proposez, c'est le 1er avril. Tout à fait. Le 1er avril c'est un speed meeting. C'est un speed meeting business, alors avec un autre réseau qui s'appelle Acapulco Business. Ça sera à Noisy-le-Grand, au Novotel de Noisy-le-Grand. Alors c'est maximum 45 personnes là parce que c'est par rapport aussi aux distanciations sociales. Donc un speed meeting business c'est quoi ? C'est des tours de table avec des pitchs de 2 ou 3 minutes et on change de table toutes les 5 ou 6 minutes. Et le principe, c'est de rencontrer tous les chefs d'entreprise qui sont présents à cette manifestation. Donc, pour s'inscrire à ces rencontres, comment fait-on, Stéphanie Montjoint ? Alors, soit on va sur nos réseaux sociaux, donc ME93, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.
et aussi sinon sur notre site internet me93.fr. Voilà, tout simplement. Et Tout donc, simplement. si on veut adhérer à votre réseau, ça pareil. coûte combien, Alors Stéphanie ça va, Montjoint alors suivant la taille de l'entreprise et le nombre de salariés, ça va de 350 € à 2500 €. Donc c'est une question de structure d'entreprise finalement. Exactement, et puis ça donne accès à tous les événements, toutes les mises en relation, les rencontres experts, la plateforme RH, le mentorat, toutes les rencontres, je vous dis, plus de 40 événements par an, juste en propre en ME93, parce qu'on organise aussi beaucoup avec d'autres partenaires sur le territoire. On organise aussi même avec des réseaux de chefs d'entreprise du 95. C'est prévu. Alors, on avait prévu d'organiser sur la Turbine à Cergy, et on en avait organisé un à Épinay il y a quelques années avec un autre réseau de chefs d'entreprise d'Épinay et du Val d'Oise, parce que effectivement on est très, le 95-93, c'est la même. C'est la main dans la main, puisqu'il y a une partie du territoire qui fait partie de la zone de Roissy, Pays de France. Exactement. Et pareil aussi sur cette zone aéroportuaire de Roissy, Tremblay, Tremblay 93, Roissy 95. On a aussi des partenaires avec qui on organise des événements sur ce territoire-là. D'où l'importance, comme on le rappelle souvent à ce micro, d'être en réseau, effectivement, pour mieux se développer. Ah, complètement. Mais c'est vraiment, si vraiment j'ai un conseil à dire, c'est vraiment adhérer à un réseau de chefs d'entreprise, que le ME ou peu importe, il y en a plein des réseaux de chefs d'entreprise. Il y en a combien dans le 93, vous savez? Je saurais. Alors, il y en a beaucoup aussi par ville. Il y en a aussi par ville, il y en a aussi par EPT, donc établissement public territorial. Il y en a, je ne sais pas, il y en a beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise. Et puis il y a la CPME, il y a le MEDEF, effectivement, qui ne sont pas, qui sont des syndicats, mais qui sont aussi identifiés comme des réseaux de chefs d'entreprise. Voilà, et puis qui sont des acteurs quand même majeurs, il faut le dire. Et puis il y a la CCI, la CMA, toutes les chambres consulaires. Les chambres consulaires, comme d'habitude, de toute façon, on est obligé d'y adhérer quand on est chef d'entreprise. Au bout d'un moment, c'est essentiel. On passe par eux, ne serait-ce que pour sa création d'entreprise. Merci Stéphanie Montjoint. Merci à vous. Je pense que de toute façon, ça interpelle également Jean-Charles Correa, puisque vous êtes fondateur de Défi, qui fait de la gestion de clientèle, donc de la relation finalement. Expliquez-nous un peu cette entreprise qui a quand même une particularité, c'est que vous embauchez, vos salariés sont des personnes à handicap, c'est bien ça? Oui, exactement. Défi, c'est une société que j'ai créée en 2009. C'est un centre de relations clients, donc on gère la relation client pour le compte de grandes marques essentiellement. Et notre spécificité, c'est que on est depuis l'origine un centre de relations clients destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, qui étaient un petit peu exclues de ces prestations, puisque souvent la relation client se fait par téléphone. Beaucoup, même si on commence à digitaliser, mais c'est pas encore le canal préféré des gens, notamment quand il y a des problèmes. Donc voilà, les sourds, c'était compliqué pour eux. Donc nous, on a développé une solution technique, mais surtout derrière, ce sont des hommes, des hommes et des femmes, avec un grand H évidemment, une solution à base de webcam et de chat, qui permet effectivement aux clients sourds des marques pour lesquelles on travaille, de contacter un conseiller client, qui est lui-même sourd, donc il connaît la culture, il a évidemment la maîtrise parfaite de la langue des signes, et il est formé au métier de la marque pour laquelle on travaille. Dans les télécoms, j'ai cité les plus anciens clients, c'est SFR, on travaille pour Free, on travaille pour Engie, on travaille pour tous ces grands groupes, la Poste, etc. Et donc c'est quelqu'un qui va être formé, un conseiller, qui va être formé au métier de la marque, qui va avoir accès aux outils. On touche un petit peu à la question de la sécurité qui était évoquée tout à l'heure par ma voisine, qui va avoir accès aux outils à distance et qui va pouvoir agir comme n'importe quel téléconseiller. Alors nous on parle de vidéoconseiller puisque c'est plutôt en webcam, mais qui va traiter le dossier de la même manière. Donc ça, c'est la première offre. C'est cette offre adaptée aux personnes sourdes ou malentendantes pour que c'est une solution finalement que vous vendez à des grands acteurs ou des moins grands du marché général de la consommation grand public. Plutôt des grands, puisqu'on est quand même sur un marché de niche. Donc pour que ce soit intéressant pour les marques, on espère que c'est intéressant pour tout le monde, mais il faut qu'effectivement, en gros, on s'adresse à 1 à 2% de leurs clients. Donc si effectivement s'ils ont 12 clients, c'est un peu moins ils ont peut-être un petit peu moins d'intérêt pour le sujet, même s'il faudrait pas. En revanche, s'ils ont des centaines de milliers, voire des millions de clients, évidemment, c'est 1 à 2%, ça devient effectivement très conséquent pour eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des grandes marques. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure avoir développé votre entreprise en 2009, tout de suite axé sur ce problème de la surdité, et donc vos salariés sont, j'imagine, en partie, peut-être pas tous, ont ce handicap. Comment vous faites pour communiquer alors du coup? 80% des collaborateurs
en situation de handicap et sont sourds ou malentendants. Eh bien, la langue principale chez DEFI, c'est la langue des signes française. Donc, voilà. Moi, je suis pas un expert, je suis pas bilingue, mais je me débrouille suffisamment. Après, on a en interne des interprètes également qui favorisent la communication entre les sourds et les entendants, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et puis chacun fait un effort vers l'autre et ça se passe très bien. Hein. Donc, quand vous vendez cette solution à une grande entreprise, puisque c'est plutôt prévu pour des sociétés à millions de clients, comment ça, en pratique, comment ça se passe? C'est le service informatique qui contactez-vous pour adapter ces solutions? Non, nos principaux contacts, c'est soit les opérationnels, donc la direction de la relation client, donc qui devient de plus en plus importante dans les entreprises. C'est un sujet, tout à l'heure, encore une fois, on parlait de l'expérience client. Ben voilà, l'expérience client, c'est un sujet qui devient de plus en plus visible et stratégique. Ça, c'est le premier axe, le plus naturel. Donc, on va parler avec des gens du métier. Il y a un autre axe aussi, puisqu'on a un statut d'entreprise adaptée. L'entreprise adaptée, c'est on emploie en majorité les travailleurs handicapés, donc on permet à nos donneurs d'ordre, à nos clients, de valoriser le fait de commercer avec nous dans leur objectif de 6%, qui est l'objectif de toutes les boîtes en France, tous les employeurs, pardon, parce que c'est aussi pour le public. Donc voilà, ça permet de prendre en compte effectivement ce qu'on leur facture, en compte de nous déléguer une partie de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc voilà, donc tout du coup, ça fait qu'on parle aussi souvent au RH ou aux missions handicap, tous les gens qui sont en charge de la RSE dans l'entreprise. C'est les deux principaux canaux. J'ajouterais tout ce qui est achat responsable, puisque c'est aussi une fonction qui se développe dans les entreprises de plus en plus. Le côté achat responsable, effectivement, donc commercer, faire travailler les entreprises qui ont un but social ou écologique, mais pour nous c'est plutôt social avéré. Ça devient un des marqueurs d'un certain nombre de politiques d'achat. Alors du coup, comment ça se concrétise, votre solution, chez le client, chez votre client? On va parler de digitalisation, évidemment. Donc l'idée, c'est de mettre d'insérer un lien, une pastille, un accès sur le site internet de la marque. Et donc c'est vraiment à travers le site web qu'on va principalement se rendre accessible. Dans la partie contact, par exemple, on va se signaler, il faut faire savoir. Hein. Nous, on a le savoir-faire, mais derrière, il faut que les marques fassent savoir. Et à partir de là, effectivement, donc on va arriver dans un espace un peu entre les foires aux questions, la rubrique contact, un numéro de téléphone, bien un espace qui est réservé aux personnes sourdes et malentendantes. Et là, on va pouvoir activer un des canaux de communication qu'on préfère, le webcam, le chat, aujourd'hui WhatsApp, puisqu'on se lance dans le messaging aussi, choisir un canal qui nous convient en tant qu'utilisateur, et on va être mis en relation avec un conseiller. Voilà, et donc tout ça, c'est en lien, en direct avec le site internet, ce qui fait que pour l'utilisateur, dès qu'il se connecte sur ce site qui a vos solutions, il est pris en charge directement. Voilà, enfin, il est pris en charge. Il va pouvoir se diriger vers l'espace qui lui est dédié. On a aussi une application mobile qui est disponible effectivement sur Android et sur iOS. Qui permet effectivement, qui propose en fait, lorsqu'on la télécharge, à tous les utilisateurs d'avoir accès directement à toutes les marques. On couvre plus de 100 marques aujourd'hui, hein. Donc avoir accès à toutes les marques qui sont dont le service client leur est accessible. Quels sont les besoins premiers qu'ont les sourds et malentendants de cette solution, Jean-Charles Correa? Les besoins, c'est des consommateurs traditionnels. Hein. Donc tout à l'heure on parlait de banques. Nous on travaille pour 6 banques. On travaille pour le CIC, Crédit Mutuel, la Banque Postale, American Express, HSBC. Donc la priorité les banques? Non, pas priorité, mais je veux dire c'est des consommateurs classiques. Donc leur besoin, c'est un besoin d'écoute, ce qui peut paraître un petit peu, voilà, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, s'agissant de personnes sourdes, mais c'est un besoin d'écoute, de prise en compte de leurs problématiques. Et c'est des besoins relativement classiques. Ils consomment de la même manière, mais il y a une petite inégalité dans le traitement qui leur est proposé par les marques, pas par volonté, mais par parfois méconnaissance de leur spécificité. Donc, notamment, beaucoup de personnes sourdes de naissance, notamment, ont des difficultés avec le français écrit. Donc, parfois, on a imaginé que ce qu'on appelle le self-care, donc se débrouiller un petit peu avec les foires à questions, les chats, ça pouvait suffire. Mais c'est pas forcément adapté à un certain nombre de personnes qui maîtrisent pas parfaitement le français, parce que c'est leur deuxième langue de français. La première étant la langue des signes. Effectivement. Du coup, ça, pour nous, les entendants, on a du mal à y penser, en fait. On s'imagine pas qu'ils ont des problèmes à l'écrit. Et c'est pour ça, donc, du coup, que vous lancez une nouvelle solution qui s'appelle Descript, c'est ça? Descript. Alors, quand je dis certaines personnes ont des problèmes à l'écrit, c'est pas tout le monde, évidemment. En gros, ça suit un petit peu la courbe de la malentendance. Plus on est malentendant,
profondément, plus c'est compliqué l'accès aux Français, mais encore une fois, c'est pas irrémédiable, on peut travailler là-dessus. Cela dit, nous aujourd'hui, on traite la moitié des contacts qu'on traite aujourd'hui se font à l'écrit. Donc il y a des personnes qui utilisent la webcam pour parler en langue des signes française, mais parfois on peut pas, on veut pas, on a des bigobis sur la tête, on est dans un endroit où on va être tranquille, donc on va utiliser plutôt le chat. Et du coup, on a développé une bonne expertise depuis plus de 11 ans maintenant dans la gestion de la relation client à l'écrit. Et on a décidé en 2020, un petit peu avant le drame, la crise, on a décidé de développer une solution axée vraiment sur la relation client à l'écrit uniquement. Donc, à travers un certain nombre d'outils, les plus simples, les plus connus, c'est le chat, l'email, hein, voilà. Mais ça reste de l'écrit. Ce qu'on appelle du back-office aussi, donc géré pour le compte de grandes marques des tâches administratives à distance qui peuvent être déléguées. Et puis, on a mis surtout un gros focus sur donc, ce qu'on appelle le messaging. Tout à l'heure, on parlait de Tencent avec WeChat, par exemple, hein, qui est aussi un outil de messaging. Nous, les outils qui nous intéressent le plus aujourd'hui, c'est les plus utilisés en France. Donc, on va parler de WhatsApp, de Messenger, de Apple Chat, plus récemment de Google Business Message, quelque chose qui est en train de sortir. Et donc, ce qu'on se propose, c'est d'agréger tout ça et de proposer aux marques pour lesquelles on travaille une solution pour que leurs clients puissent accéder au service client par ce biais-là, qui est un biais intéressant parce que s'agissant de WhatsApp, par exemple, ça veut dire qu'on va faire entrer la marque dans son carnet d'adresse, on va devenir ami avec sa marque. C'est quelque chose qui est très, très différent de ce qu'on fait d'habitude, qu'on va sur un site, on ouvre un navigateur, on va chatter, et après on ferme le navigateur, terminé, il n'y a pas d'historique. Là, SFR va être classé entre Sophie et Tonton. Donc voilà, on fait rentrer dans l'intimité la marque, qu'on l'accepte, on le plébiscite, et sur une relation qui peut être plus durable, parce qu'on a un historique de la communication qui va rester aussi, ce qui n'est pas le cas quand on fait du chat. Alors comment est-ce qu'elle s'implémente finalement cette solution ? C'est toujours vos clients qui l'implémentent, ou bien là, c'est le grand public malentendant ou qui a des problèmes à l'écrit qui peut le mettre en place dans son... C'est nous qui avec un partenaire qui s'appelle Green Bureau, un partenaire technologique, qui avons donc développé une solution qui va être directement implémenté sur les sites internet, donc mobile, fixe, etc., des marques pour lesquelles on travaille. Donc ça va permettre effectivement de donner un accès facile, simple. Donc aujourd'hui, 61% je crois de la navigation internet se fait depuis un mobile. Donc très naturellement, si on voit un petit bouton WhatsApp pour contacter la marque, on va appuyer sur le bouton, ça va ouvrir WhatsApp et ça va ajouter WhatsApp à un carnet d'adresse. Après acceptation des conditions d'usage, ça va ajouter WhatsApp pour carnet d'adresse, et ensuite on va pouvoir communiquer avec la marque. Derrière nous, c'est plusieurs agents, ça va dépendre du volume de flux qui sont attendus, plusieurs agents qui vont traiter ces communications de la même manière qu'ils feraient avec un chat classique. Mais encore une fois, beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de proximité, et on pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Et du coup, cette solution, vous avez pu, malgré la pandémie, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous l'aviez décidé juste avant cette pandémie, vous avez réussi déjà à avoir quelques clients tests, on va dire. Absolument, on est en test chez SFR pour leurs clients sourds et malentendants, également chez Engie. Et on est en train de travailler sur le développement chez d'autres clients, mais pour l'instant c'est plutôt bien reçu. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner et qui va vraiment ouvrir une nouvelle ère. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, hein. Tout à l'heure Karim parlait de la FEVAD, donc la fédération qui s'occupe de la vente à distance. Beaucoup de gens qui sont intéressés, personne n'a envie d'essuyer les plâtres parce que c'est nouveau, donc voilà. Notamment la question qui se pose, c'est quelle va être la volumétrie des appels, donc comment on va dimensionner les équipes qui vont recevoir les appels, parce qu'on n'a aucune, les contacts, on n'a aucune idée aujourd'hui, c'est vraiment nouveau, on n'a aucune idée du nombre de contacts qui vont être qui vont passer par ce canal. Donc ça, c'est le dernier frein qui reste à lever pour assurer les marques. Parce qu'en fait, le problème de l'écrit, c'est tout le monde. On a tous des problèmes à l'écrit finalement, donc on pourrait tous y avoir accès. Non, mais l'idée, c'est aussi, alors, l'écrit, c'est super intéressant, mais l'idée, c'est aussi le côté, aujourd'hui, on navigue, je le répète, essentiellement depuis son mobile, donc on va dans le métro, on pense qu'effectivement, on a un problème avec sa note de gaz, et on va contacter Engie comme ça, rapidement, là où on est, sans forcément se mettre derrière son bureau ou au téléphone, ou voilà, de façon discrète. Et c'est pour ça qu'effectivement, le volume de contacts qui va découler de ces nouveaux usages, pour l'instant, il est difficile à évaluer. Alors nous, plus il y a du volume, plus on est content, parce que plus il y a du volume, plus on vend des conseillers, donc plus on ramène, et ça c'est la mesure d'impact pour nous, plus on ramène des travailleurs handicapés en emploi, parce que nous, tous nos conseillers sont en situation de handicap.
plus forcément sourds sur cette nouvelle offre. On va essayer aussi d'étendre un peu les publics pour encore une fois avoir un impact plus profond. Donc aujourd'hui, notamment pour la région Île-de-France, les personnes qui gèrent la partie écrit ne sont pas des personnes sourdes. Ça aurait pu être des personnes sourdes, mais on a décidé effectivement d'ouvrir nos recrutements à d'autres types de handicap et puis pour essayer de faire que les gens se rencontrent aussi au sein de l'entreprise. C'est aussi intéressant. C'est une autre forme de diversité dans la diversité. Et du coup, vous avez des facilités à recruter ou bien c'est difficile pour vous de trouver les talents qu'il vous faut? Alors, le métier de la relation client, en général, c'est des métiers où c'est un petit peu en tension. Donc c'est pas facile de recruter parce que c'est pas des métiers. Il y a peu de gens qui, quand ils étaient petits garçons, petites filles, ont rêvé d'être conseiller client. On voulait plutôt être pompier ou vétérinaire. Donc c'est pas des métiers qui font rêver. Et puis c'est des métiers qui sont aussi un petit peu difficiles. Là aussi, on appelle rarement un centre d'appel pour dire qu'on est content de la marque. Donc on gère des problèmes à longueur de journée. Donc il faut avoir la capacité, l'appétence, mais aussi les compétences pour gérer ce genre de métier. Donc le sourcing, il est pas simple. Mais cela dit, on est une entreprise, pour ce qui nous concerne, une entreprise qui se veut agréable. On est labellisé Great Place to Work. On a été la première entreprise adaptée française, je crois qu'on est une des seules d'ailleurs, à être labellisée Great Place to Work, parce que ça ne fait pas partie forcément des codes entre le SS, etc. C'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles. C'est un choix que vous avez fait de faire appel à une labellisation? Oui, alors on a plusieurs labellisations. On est labellisé aussi qualité aussi sur notre prestation de service. Mais moi, mon approche, je viens pas du monde de l'économie sociale. Donc précédemment, je travaillais chez des grands éditeurs, enfin chez SAP, donc c'était pas exactement l'économie sociale. J'ai essayé de garder le meilleur de ce que j'avais vu dans le monde dans les grandes entreprises. Dans cette vie-là, voilà. Et puis de l'apporter. Donc le côté exigeant et rigoureux, je pense que c'était quelque chose que j'ai voulu apporter dans ce métier, mais aussi le côté fun aussi. Le SS, c'est pas toujours très fun en fait. On sert des objectifs qui sont évidemment vertueux, mais on le fait souvent parfois de façon un petit peu c'est très sérieux, etc. Moi je pense qu'on peut être bienveillant, on peut faire plein de choses en s'amusant aussi. Donc et chez Défi, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors du coup, vous êtes fait labelliser donc Great Place to Work, et puis d'autres labellisations, vous avez dit lesquelles? La qualité, donc on était jusque-là certifié NF 345, c'est un peu technique, c'est la norme des centres de services clients qui a évolué vers une nouvelle norme ISO cette fois-ci. Donc on a passé en octobre cette nouvelle labellisation. Donc depuis 2015, on est labellisé qualité. Et là aussi, c'est pas une approche qui est très courante dans les entreprises adaptées. On est plutôt souvent, et je le dis sans aucune condescendance, mais on est plutôt sur une obligation de moyens, historiquement en tout cas, ça change beaucoup, que sur une obligation de résultats. Et nous, on a voulu montrer qu'on était, mes collaborateurs, ce sont pas des pauvres travailleurs handicapés, c'est des experts en fait. C'est des experts, et quand ils travaillent pour Free, qui débattent un problème de fibre, etc., ce sont vraiment des experts. Ce sont des experts, mais on les voit pas. Le problème, c'est pour ça. Aujourd'hui, vous êtes à ce micro pour les défendre, parce qu'on les voit pas, ces gens-là. Je sais pas si j'ai besoin vraiment de les défendre, mais en tout cas, à mes yeux, c'est comme ça. On les considère comme ça, donc ils sont bien payés. On n'est pas dans la condescendance, et on est dans la performance. Et je pense que c'est ce qui leur donne envie de venir travailler aussi, plutôt que de... Aujourd'hui, en France, on est dans un pays formidable où il y a beaucoup d'aide et de welfare state, d'État-providence. Pour un travailleur handicapé, il peut décider de rester chez lui et par rapport à certains niveaux de salaire qui ne sont pas justifiés parce que nous, on paye plutôt bien, il peut se dire, moi, pourquoi j'irai travailler? Et nous, on veut leur donner envie de venir travailler et de dire que voilà, tu es important. On va t'apprendre un métier, tu vas te développer, tu as des compétences, on va te donner confiance en toi, l'estime de soi, etc. Et puis en plus, tu vas t'amuser. Alors, un peu moins en ce moment, parce que la distanciation sociale, etc., on est moins en présentiel, même si chez Défi, moi, je suis pas un fan du télétravail, j'aime pas trop ça. Vous l'avez quand même mis en place par obligation, j'imagine? Par obligation, puisqu'on a le ministre qui nous harcèle sur le sujet, donc j'essaie de pas être trop dans le scope du radar, mais je pense qu'elle connaît pas bien les réalités de l'entreprise et du management. Voilà. Carrément, c'est ce que vous dites, que la ministre du Travail connaît pas les réalités? Oui, non, je pense qu'elle connaît pas les réalités du management, notamment d'une PME, et s'agissant de personnes en situation de handicap, la première souffrance qu'ils ont endurée dans leur vie, c'est l'isolement. Donc, et le travail, c'est un lieu de socialisation. La société, il y a sa même racine. Et aujourd'hui, c'est très important pour eux de passer du temps les uns avec les autres, en respectant évidemment les gestes barrières et les mesures qui s'imposent. Et quand on les renvoie chez eux, forcés et contraints, c'est plutôt une reculade dans leur parcours de vie. Donc il ne faut pas que ce soit... Donc nous, on partit on hybride, 2 jours, 3 jours, etc. Bien sûr, on respecte. En fait, vous faites un tour de bureau finalement. Ouais, complètement. Les gens rentrent chez eux 2 ou 3 fois par jour, c'est ça, par semaine? Ça, exactement. On change. On a équipé. Alors, on a beaucoup investi. On a équipé à la fois à la maison et au bureau pour qu'ils puissent continuer à doubler le parc. Donc, c'était quand même un investissement assez important.
même s'il y a beaucoup d'aides, encore une fois. Donc du coup, vous avez fait appel à des aides financières, au PGE ou à autre chose ? Non, pas de PGE, parce que ça marche bien pour nous, donc on n'a pas eu besoin de trésorerie. En 2020, on a eu 20% de croissance, donc on ne peut pas dire qu'on a été plus touchés, comme mes amis restaurateurs, etc. Mais c'est aussi lié à la crise Covid. Hein. C'est-à-dire que les services clients ont été beaucoup plus sollicités. Donc surcroît d'activité pour vous. Absolument, les gens étaient chez eux, alors, et du coup ils avaient leurs problèmes avec leur box, ils appelaient leur banque, ils pouvaient plus y aller, etc. Ils faisaient beaucoup de colis, on travaillait pour la Poste, et donc où est mon colis, donc pour nous c'était un surcroît d'activité, donc cette crise s'est transformée, comme c'est souvent le cas, en opportunité de croissance, et voilà, on a eu une bonne croissance, on a embauché une dizaine de personnes, et puis on continue. Et puis on continue. Est-ce que, alors, c'est une entreprise que vous avez créée peut-être seule ou avec des associés. En tout cas, le financement, vous avez tout fait en autofinancement. Oui. Donc un développement petit à petit. Quels sont vos conseils pour tous ceux qui créent ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que la gestion de bon père de famille, ça reste quand même un basique. Le meilleur atout ? Pas dépenser plus que ce qu'on gagne, hein, c'est voilà. Moi, j'étais dans une logique et on n'a jamais levé de fonds, donc je suis pas très. Je suis un peu perplexe quand je vois des entreprises, notamment les startups. Il y a beaucoup d'argent en ce moment, donc c'est facile de lever de l'argent. Nous, on est sollicités, donc mais qui lèvent de l'argent, qui n'ont pas de business model, quoi. Donc et qui continuent à brûler du cash jusqu'au moment où ils se plantent. On en a vu un certain nombre, puis je pense qu'on en verra encore. Donc je pense qu'il faut pas viser spécialement le fait de lever de l'argent, d'aller très très vite. Il faut essayer de maîtriser son marché. Mais après, si on peut aller vite, c'est très bien. Hein. Il y a des marchés qui favorisent l'hypercroissance. Mais nous, dans le service, c'est pas forcément le cas. On croît de 20% par an, ce qui c'est pas de l'hypercroissance, mais c'est une bonne croissance par rapport aux moyennes nationales. Mais d'être à la fois optimiste et raisonnable. Hein. C'est-à-dire de viser haut, mais de brûler l'argent qu'on a, etc. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu affaire au PGE, par exemple. Mais alors au départ, quand vous avez créé, vous aviez qui a financé ? Est-ce que c'est vous tout seul ou est-ce que vous avez fait appel à de la love money, vous savez, l'argent familial ? Est-ce que vous avez appelé à vos relations ? Comment vous avez fait ? Non, love money, c'était mon argent. Donc, comme je dis, je travaillais dans un grand groupe où je gagnais plutôt bien ma vie. J'étais directeur régional, comme ma voisine. Hein, je m'occupais d'une zone encore plus grande, l'Afrique, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient. Donc, j'avais un peu d'économie et donc voilà, c'est aussi un rappel pour les entrepreneurs, c'est que le risque, c'est constitutif du fait d'entreprendre. Donc si on veut entreprendre sans risque, il ne faut pas faire trop de risques, mais si on veut entreprendre sans risque, ça n'existe pas. Donc voilà, j'ai misé, j'ai mis mes économies, puis je ne me suis pas payé aussi au départ. Hein, ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire. Pas très longtemps en fait, j'ai eu de la chance, donc je m'attendais à plus longtemps, mais ça a été juste 2-3 mois en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir signer rapidement avec un premier client au bout de 2 mois de création d'entreprise. Je les avais rencontrés un petit peu avant. Pour tout dire, je parle de SFR, ils avaient accroché sur le projet, j'avais pas créé la boîte encore. Donc du coup, j'ai dû me dépêcher de créer la boîte pour pouvoir signer des contrats avec eux. Alors, où est fait tout le développement intellectuel et informatique, finalement, chez vous ? Est-ce que tout est en France ? Ah oui, absolument. Dans vos locaux, est-ce que vous tenez à maîtriser toute la chaîne ? Alors, d'abord parce que ça c'est philosophique, je pense que moi j'adore mon pays, j'adore la France, donc on est très bien ici, on a toutes les possibilités, puis l'impact qu'on peut avoir, moi je veux l'avoir ici, quoi. Peut-être qu'un jour on ira ailleurs, mais donc tout est en France, évidemment, on ne fait pas partie des centres de relations clients qui ont offshoreisé. De toute façon, s'agissant de la langue des signes française, elle est française, donc on ne peut pas l'envoyer au Maroc ou à Madagascar. Chaque pays a sa langue des signes, c'est ça que vous voulez dire. Donc de toute façon, voilà, ça c'est déjà un frein. Puis, de toute façon, j'avais pas de volonté de faire autrement, donc tout se fait en France. C'est là qu'on a envie d'avoir encore une fois de l'impact et des résultats, et ça va rester comme ça longtemps. Alors, votre nouveau produit, c'est ce que vous voulez développer, c'est cette nouvelle offre de relations à l'écrit. Moi, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, et même nous qui entendons, parce que quelquefois, on se rend compte que sur les chats, ils comprennent rien, et on abandonne. Et on abandonne tout simplement en se disant que c'est quand même incroyable. D'une part, on arrive à joindre personne par téléphone, et avec le chat, on se fait pas comprendre. Enfin, moi, ça m'est arrivé sur une grande enseigne d'énergie, je vais pas vous dire laquelle. Voilà. Ça vient pas de chez nous. Qu'est-ce que vous diriez ? Non, ça vient pas de chez vous. Qu'est-ce que vous diriez ? Quels sont les besoins en ce moment pour faire évoluer tout ça ? Les besoins, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de bienveillance, de prendre en compte les uns les autres, etc. Donc il faut effectivement pousser des solutions qui permettent effectivement de dire, encore une fois, je suis
je pense à quelque chose, j'ai un besoin particulier. Au moment où je l'ai, je parle de relation client, hein. Au moment où j'ai ce besoin, je dois pouvoir effectivement, plutôt que d'être pendant des heures en train d'attendre au téléphone avec... j'ai une grande enseigne de distribution là, que j'appelle parfois, où on me dit à partir de tel moment, à partir du bip, ça sera un appel payant. J'attends 5 minutes et ça raccroche. Donc je c'est fait pour, moi je pense. Ouais, mais j'ai payé. Ça nous arrive à tous, mais moi je pense qu'ils font exprès pour qu'on consomme des unités. Moi, c'est mon sentiment. Peut-être, mais bon, c'est pas ma vision de la relation client, et je pense que voilà, donc l'idée d'aller vers de l'écrit, on va pouvoir lancer son message et puis ça va être répondu. Alors ça peut être synchrone, c'est-à-dire que si on a un conseiller qui est disponible, il va répondre tout de suite, mais ça peut être asynchrone, peut-être qu'il va répondre dans une demi-heure, mais au moins on a le sentiment que la bouteille à la mer qu'on a lancée, j'espère que c'est un peu moins dramatique que ça, elle a été reçue et il va nous être répondu dans un délai qui reste à définir. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment révolutionner la relation client en France et partout dans le monde. En France, on est plutôt en retard par rapport à nos voisins, par rapport à ceux-ci. Raison étant que la mise en place de ces solutions, notamment, je ne vais pas faire de langue de bois, hein, avec WhatsApp et donc Facebook, c'est pas toujours très simple. C'est compliqué de commercer avec travailler Facebook. Avec eux. Ouais, c'est un petit peu long, c'est un peu chronophage, c'est énergivore. Donc ça prend du temps. Beaucoup de gens vont pas jusqu'au bout du process, même s'ils ont envie. Nous, on est allé au bout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une solution qui est clé en main pour les gens qui vont vouloir travailler avec nous. Mais du coup, vous avez pensé à cette solution B2B, comme on dit dans le jargon du business. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à développer une appli pour le grand public où tout de suite on peut finalement converser en dictant, par exemple? Alors, aujourd'hui, nous, notre modèle, il est B2B, c'est ce que je connais, c'est mon expérience. J'ai pas d'expérience sur le B2C, donc j'ai pas forcément envie d'y aller, moi, parce que je sais pas comment faire, en fait. Mais j'imagine qu'il y a sur mon créneau, donc j'invite ceux qui ont plus d'expertise et plus d'envie d'y aller. Mais nous, on restera sur un modèle B2B ou B2B2C, puisqu'en fait, on travaille pour le compte de marque et pour leurs clients. Qui, elles, vendent au grand public. Donc, on va vous souhaiter un bon développement. Vous viendrez nous redire un petit peu comment ça se passe, Jean-Charles Correa. Je rappelle cette solution que vous êtes en train de lancer qui s'appelle Descript pour aider la relation au client à l'écrit. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de grandes marques qui en ont besoin, notamment pour éviter toutes ces attentes au téléphone. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir été en ma présence ce matin. Je rappelle que cette édition d'aujourd'hui, vous pourrez la réécouter ce midi sur notre player, sur notre chaîne. Et puis vous pourrez aussi la réécouter sur YouTube et sur SoundCloud dès ce soir. En tout cas, très bonne journée à vous. Je vous retrouve bien sûr dès demain matin. Ciao, ciao, portez-vous bien. Je vous embrasse.